Demain commence ici au Printemps des Territoires et si vous êtes avec nous, c'est pour assister à une nouvelle conférence sur le thème des actions pour préserver la biodiversité. Des études de plus en plus nombreuses mettent en évidence la disparition importante d'espèces à un rythme élevé, laissant entendre que la 6e extinction de masse serait en cours. La Terre aurait vu disparaître près de 60% de ces espèces entre 1970 et 2014, un rythme estimé 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Bref, si votre morale risque de chuter à l'idée même que nous courons tout droit à la catastrophe, restez impérativement avec nous jusqu'à la fin pour le voir remonter en flèche. Parce que oui, il existe des solutions et ces solutions, elles sont ici sur ce plateau. Nous allons les évoquer avec Jean-Christophe Benoît. Vous êtes directeur du développement et du réseau CDC Biodiversité. Bonjour et bienvenue. Avec à vos côtés Anne Rostin, directrice générale Coopérative Carbone. Bonjour et bienvenue. Et Hortense Lebouc, vous êtes chef de projet ERC Éviter, Réduire, Compenser à l'ARAC, qui est l'Agence régionale Aménagement Construction Occitanie. Et puis à la fin, nous serons rejoints par Antoine Chauve, chargé d'investissement en environnement, biodiversité et crédit carbone à Banque des Territoires. Pour commencer, Jean-Christophe, alors peut-être que certains qui vont nous écouter le savent par cœur, mais je trouve que c'est toujours intéressant de faire un peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot biodiversité ? Bonjour à tous. Alors, la biodiversité, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas toujours très bien comprise. Alors pour faire simple, en fait, la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. En fait, on s'intéresse à une petite couche de la planète Terre, de quelques dizaines de kilomètres, qui va concentrer tous les êtres vivants que sont les bactéries, les mousses, les champignons, et puis après les plantes, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, etc. Donc on s'intéresse à cette petite tranche-là, qui est un système qui, depuis que la vie a fait son apparition sur Terre, est en équilibre très, très fragile. Les espèces ont coévolué ensemble et ont permis l'habitabilité de la Terre, en fait. C'est les premières cyanobactéries qui ont fait qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère. Et puis après, petit à petit, on constitué des milieux, des écosystèmes dans lesquels maintenant on peut s'épanouir pleinement. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, ce capital naturel, en fait, il nous rend tout un tas de services. On mange grâce à la biodiversité, on boit grâce à la biodiversité, on s'habille, on construit nos maisons grâce à la biodiversité. Et en fait, aujourd'hui, ce patrimoine, ce capital biodiversité, on a, comme vous l'avez dit, été très très loin. Enfin, on a exercé des pressions, notamment depuis 200 ans, depuis l'ère industrielle, où on est allé très très loin dans la pression qu'on a mis en artificialisant, en allant trop loin dans l'exploitation des ressources, notamment la pêche, la surpêche, avec le changement climatique qui aggrave encore la crise de la biodiversité, puisqu'on a vécu la sécheresse cet été, des forêts qui brûlent, des espaces agricoles qui se détériorent, etc. Et puis des espèces envahissantes qu'on introduit via la mondialisation à droite à gauche qui déstabilisent aussi les écosystèmes. Donc en fait, toutes ces pressions font qu'aujourd'hui, on a fragilisé en fait cette biodiversité et on parle effectivement de 6e crise d'extinction, donc des mots assez forts, qui sont notamment relayés par l'IPBES. Donc l'IPBES, c'est une plateforme de chercheurs internationaux qui est l'équivalent un peu du GIEC pour le climat, qui en fait produisent des rapports assez alarmants, de plus en plus alarmants depuis quelques années, et tirent le signal d'alarme en disant qu'il faut qu'on passe à un autre modèle. C'est tout le débat actuel sur la sobriété, d'avoir une approche un peu différente de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Merci pour ce rappel. C'est toujours important de revenir sur la définition des mots. Alors, pour ralentir la dégradation de la biodiversité, il y a la loi biodiversité qui a été votée en 2016 qui met en avant le concept ERC. Je le disais tout à l'heure, éviter, réduire, compenser. Dans le cadre de cette conférence, on va surtout s'intéresser au C de compenser et on va s'en intéresser aussi avec vous à travers la coopérative Carbone de La Rochelle et la compensation biodiversité à travers ce que vous faites en Occitanie. Jean-François, encore un peu de pédagogie. Éviter, réduire, compenser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors, c'est la fameuse séquence ERC, effectivement, éviter, réduire, compenser, alors qui est née il y a un peu plus, qui est un peu plus vieille que 2016, puisqu'en fait, elle a fait son apparition dans la première loi de protection de la nature en 1976. Donc c'est pas tout jeune. Et en fait, cette séquence éviter, réduire, compenser, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle impose en fait à un aménageur qui va, dans le cadre de son projet, impacter des milieux naturels, des zones humides ou des forêts, d'appliquer ce principe d'éviter ces impacts au maximum. Donc c'est peut-être de ne pas faire son projet ou de le faire différemment, de réduire son emprise.
2, de le réduire. Donc la réduction, c'est par exemple quand on fait un passage faune au-dessus d'une autoroute pour limiter l'effet barrière que va créer cette infrastructure linéaire. Et puis, ce qui ne peut ni éviter ni réduire, c'est-à-dire les compenser pour aller vers une absence de perte nette de la biodiversité. Donc c'est trouver un terrain pas trop loin du site d'impact, un terrain dégradé sur lequel on va faire de la restauration et on va justifier d'un gain écologique qui va venir en contrepartie de l'impact qu'on aura fait dans le cas du projet. Donc la séquence ERC, c'est ça, qui a été très très mal appliquée. Je pense qu'on en fera le constat tout à l'heure. Et on a commencé vraiment à la mettre en œuvre à partir, au moment du Grenelle de l'environnement, on a reparlé environnement, biodiversité, et que les premiers rapports alarmants, notamment de l'IPBES, ont commencé à sortir. Et de plus en plus, on va vers une application un peu drastique de cette loi, mais il est temps. Oui, alors qu'effectivement, si elle date de 76, c'est un peu dommage. On a perdu quelques années, oui c'est vrai. Quel est le niveau de maturité justement de ce sujet de la biodiversité et de la compensation, des outils de compensation? Je vais vous poser la question à tous les trois. Je vous en prie. Alors, en termes de maturité, c'est vrai que Jean-Christophe vient de le dire. En théorie, la première loi vraiment de protection de la nature datant de 76, ça fait un petit paquet de temps. En réalité, on s'aperçoit finalement, soit quand on travaille dans les maîtrises d'ouvrage ou même sur les territoires, que c'est toujours un sujet nouveau. Alors, il y a des prises de conscience, on s'aperçoit que c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc, c'est quand même un petit peu déroutant. Je dirais que ça dépend des territoires, en fait. C'est un peu difficile de donner une réponse globale. Dans votre territoire, par exemple, en Occitanie j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas en retard, en tout cas, qu'on a créé, qu'il y a un certain nombre d'outils qui ont été créés, que je vous présenterai peut-être tout à l'heure, au sein notamment de la région. Donc, je pense qu'il y a des territoires qui sont très dynamiques sur ces problématiques-là, qui sont souvent les territoires qui sont confrontés le plus peut-être aux aménagements, à la construction et à des gros projets. Et donc l'enjeu biodiversité arrive peut-être prioritairement sur ces territoires-là. Voilà, mais il y a des territoires où c'est pas mature, c'est pas pris en compte, c'est assez varié, je pense. Quel est votre point de vue, Anne Rostin ? Alors effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, ce sont des sujets nouveaux. Alors nous, on travaille sur la compensation, mais sur la compensation qui va au-delà des cadres réglementaires. Et donc on est sur des organisations ou institutions qui sont déjà en respect des obligations légales et qui souhaitent aller au-delà. Et c'est des sujets qui sont par contre clairement en émergence. C'est-à-dire qu'on voit que les questions commencent à se poser, que les actions commencent à se mettre en place et qu'on est sur une phase d'acculturation. Donc ça reste nouveau au regard des enjeux que l'on a et donc inquiétant de se dire qu'on n'en est que là. Oui. Par contre, il y a quand même un éveil petit à petit. Et donc ce qu'il faut, c'est réussir à vraiment l'accélérer pour faire en sorte que tout le monde puisse s'activer. Mais est-ce qu'il y a des organisations aujourd'hui quand même qui réunissent des différents acteurs concernés par ces sujets aujourd'hui pour parler, au-delà de la prise de conscience, pour parler aussi des actions à mettre en place, où là aussi on est en plein balbutiement en termes de gouvernance et d'organisation? Alors, si je peux parler pour le compte de la coopérative carbone qu'on a mis en place sur le territoire de La Rochelle, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit les acteurs du territoire, entreprises, collectivités territoriales, citoyens, associations, banques, et dont notamment la Banque d'un territoire qui en devient sociétaire. Et l'objectif est de pouvoir collectivement mener l'ensemble de ces actions-là, avec évidemment les premières étapes nécessaires d'accompagnement à la réduction d'émissions, à l'évitement évidemment au préalable. Ce sont pour chaque acteur des nécessités. Et puis la mise en place de projets locaux environnementaux qui sont accompagnés et financés par l'ensemble de ces acteurs. Donc aujourd'hui, on a testé sur le territoire. Vous avez réussi à réunir tous ces acteurs très différents avec des enjeux aussi sans doute très différents et variés. Exactement. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on est rentré dans le cadre d'une stratégie de territoire sur ces sujets-là, où on a posé une ambition forte du zéro émission nette à objectif 2040 et qu'on a été accompagné dans le cadre du plan d'investissement d'avenir territoire d'innovation, ce qui a permis d'amorcer la pompe et d'amorcer la dynamique locale qu'on souhaite mettre en place. Concrètement, cet accompagnement, justement, il est fait, donc vous disiez, il y a la Banque des territoires, il y a les sociétaires aussi qui sont à la manœuvre. Et qui sont les autres acteurs? Il y a les banques, oui. Au-delà de la Banque des territoires.
Alors les sociétaires sont vraiment à l'image du territoire, c'est-à-dire qu'on a les collectivités territoriales qui sont partie prenante, mais la politique publique ne fait pas tout et ce ne sont pas des sujets uniquement de politique publique et à laisser aux collectivités territoriales. Donc il y a évidemment les banques du territoire, les entreprises petites et grandes, donc l'ensemble des acteurs économiques qui sont concernés et qui sont aussi sociétaires. Alors aujourd'hui on a une cinquantaine de sociétaires au sein de la coopérative carbone, mais aussi les associations, les agriculteurs, les citoyens, et chacun, dans la mise en place de la gouvernance, a sa voix, non seulement sa voix, mais a la possibilité d'agir et de proposer. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de commission qui permettent de réunir des bénévoles, qui permettent de réunir des associations, des entreprises, sur l'ensemble des sujets que l'on doit traiter, et ils sont larges. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de sujets que vous traitez et comment ça fonctionne en fait, cette coopérative carbone? Comment l'idée est née d'ailleurs? Alors l'idée est née parce que quand on a posé le cap de cette ambition de territoire, on s'est rendu compte que c'était une ambition certes noble, mais très difficile à mettre en place et très difficile à rendre crédible dans l'ambition. Et qu'il nous manquait notamment un outil de territoire pour le mettre en place qui permette de répondre aux questions qu'on s'est posées à ce moment-là, c'est-à-dire c'était très bien de viser cette ambition carbone, mais comment on allait faire pour évaluer l'impact de tout ce qu'on allait mettre en place, comment on allait pouvoir mesurer les impacts environnementaux et évidemment pas que carbone, pour s'assurer qu'il n'y ait pas finalement des effets négatifs d'un pan à l'autre des activités d'un territoire. Le deuxième volet, c'est comment on allait financer, au-delà du plan de financement qui était mis en place pour des premières actions à visée innovante, comment on finançait vraiment complètement cette transition. Et donc, on avait besoin finalement de solliciter la finance carbone pour pouvoir l'utiliser à des fins locales et circulaires, de manière à accompagner les projets environnementaux du territoire qui n'ont pas forcément de vocation innovante et pas forcément de modèle économique. Et le dernier volet sur le pourquoi, c'est une transition de territoire, ce n'est pas que des actions de grande ambition, de grands acteurs, c'est évidemment l'action de tout un chacun. Et donc, il nous fallait un dispositif d'agrégation des plus petits projets possibles et des plus petites initiatives possibles. Et donc, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Comment vous avez compensé ce fameux carbone? Alors, par exemple, on a commencé à mener des projets, notamment issus de sociétaires bénévoles, donc des citoyens, qui se mobilisent pour pouvoir planter des micro-forêts et recréer des espaces de biodiversité où, justement, on aura aussi des îlots de fraîcheur urbains dont on manque cruellement sur le territoire de La Rochelle. Et donc, ces citoyens se mobilisent en identifiant les différents espaces sur lesquels on peut planter, en travaillant avec des experts pour identifier aussi des espèces qui vont s'adapter au changement climatique aujourd'hui, et on mobilise dans un effet avec une vocation plus vertueuse des entreprises de l'insertion, des entreprises à vocation économie sociale et solidaire comme on est, de manière à vraiment inclure l'ensemble des acteurs du territoire, sur y compris les compétences et les moyens dont on a besoin. Un autre exemple, avec le marais Poitevin, où les frênes sont aujourd'hui tous malades, ils sont touchés par la calarrhose et donc avec un état de mort certaine, en tout cas pour 90% des espèces. Et donc, il y a toute une campagne de replantation de nouvelles espèces pour essayer de sauvegarder ce paysage du marais Poitevin et donc pouvoir permettre de résister à toutes ces questions qui vont toucher encore de la biodiversité, de l'eau et des sols derrière. Vous préférez le terme compensation ou contribution carbone? Alors, finalement, les deux sont acceptables et ont des vocations qui peuvent être différentes. On s'oriente davantage sur de la contribution, malgré tout, dans le sens où, dans la sémantique de la compensation carbone, on a tendance à imaginer qu'on va d'abord éviter, réduire, et puis plus tard, on va compenser. Or, planter un arbre, avant qu'il puisse séquestrer le carbone dont on a besoin, il va mettre 30 ans. Les changements structurels, y compris sur les sols agricoles, ils vont mettre des années à ce qu'il y ait vraiment une différence notable qui se traite. Donc, il faut agir tout de suite aussi sur ces leviers environnementaux-là. Et donc, de parler de contribution carbone, c'est on agit aujourd'hui pour pouvoir mesurer les impacts demain, et il faut le lever dès maintenant. Hortense Lebeau, on va parler avec vous de compensation biodiversité. Alors, je ne connaissais pas. J'ai toujours entendu parler de compensation carbone, mais pas de compensation biodiversité. Donc, c'est ce que vous faites, Hortense, en région Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Alors,
pour ce qui est de la compensation biodiversité, donc on en a parlé tout à l'heure, du fameux ERC, éviter, réduire, compenser, c'est ce qu'on demande au niveau réglementaire aux maîtres d'ouvrage porteurs de projets, d'éviter, de réduire, de compenser. Donc, ils réalisent Maître ça. d'ouvrage, par exemple, c'est quel type de profil, de profession? C'est constructeur d'une autoroute, D'accord. aménageur, voilà, tout type de maître d'ouvrage qui porte des projets d'aménagement et de construction. Donc on leur demande d'éviter, réduire, compenser au niveau de leur projet. Nous, ce qu'on a souhaité en Occitanie, ce que la région Occitanie a souhaité, c'est justement faire de cette compensation quelque chose, de dézoomer en fait et de le voir à l'échelle vraiment régionale. Donc de créer en fait un opérateur qu'on a appelé l'Operco, opérateur éviter, réduire, compenser en Occitanie. Donc de dédier vraiment un opérateur régional à ces projets, parce que le fait de dézoomer à l'échelle régionale, ça permet d'avoir une visibilité sur le territoire plus vaste et de ne pas isoler la compensation par projet en fait. Donc Oui. ça permet de pouvoir d'avoir une échelle plus vaste et puis de pouvoir l'anticiper aussi. Parce qu'un des maîtres mots quand même de la compensation, on disait il ne faut pas que ça vienne après. L'idée quand même de la compensation, c'est au moins que ça vienne avant le projet ou le plus en anticipation possible. Et concrètement, comment vous intégrez la préservation de la biodiversité dans le travail d'accompagnement que vous menez? Donc pour vous parler de l'outil qui a été créé, donc d'abord clairement, c'est une volonté politique de la région Occitanie. Dans le cadre de leur plan d'action, justement, éviter, réduire, compenser, il y avait tout un tas de missions, dont la création de cet opérateur au sein de l'ARAC, donc l'Agence régionale pour l'aménagement et la construction. La région Occitanie s'encadre de différentes agences, agence pour la biodiversité, agence pour l'économie, et donc l'Agence régionale pour l'aménagement et la construction. Cet opérateur est récent, puisqu'il a été créé en 2021, donc ça fait seulement un an et demi. Donc à l'actionnariat de cet opérateur, l'ASEM, Société d'économie mixte, l'ASEM ARAC et la SAFER, qui est notre actionnaire au sein de la structure. Donc c'était juste un petit peu pour vous brosser le cadre. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'intégrer la biodiversité dans tous les projets d'aménagement et de construction. Aussi bien les projets d'aménagement portés par l'ARAC, portés par la région Occitanie, que les projets d'aménagement portés par d'autres maîtres d'ouvrage. Donc on propose nos services, des prestations à des maîtres d'ouvrage, que ce soit des maîtres d'ouvrage publics ou privés, pour des prestations un peu sur mesure pour répondre aux obligations de compensation qu'ils ont. Alors par exemple, s'il y a un projet de construire un lycée, alors, bon exemple. Qu'est-ce que vous leur demandez en fait en compensation biodiversité? C'est d'avoir à côté. Alors, exemple concret, la région va construire aujourd'hui un nouveau lycée à proximité de Montpellier, sur la commune de Cournon-Terral, donc maître d'ouvrage région, et a mandaté l'ARAC pour construire ce lycée. Aujourd'hui, l'Operco accompagne ce maître d'ouvrage dans la sécurisation du foncier. Parce que le nerf de la guerre, finalement, dans la compensation, c'est la sécurisation de ce foncier. La construction, pour faire très simple, la construction de ce lycée impacte 11 hectares de foncier agricole. Mais sur ce foncier agricole, il y a des espèces protégées qui sont détruites, qui seront dérangées. Donc pour ces 11 hectares, là, on nous a demandé, les services de l'État nous ont demandé, dans le cadre de la réglementation, de trouver 25 hectares de foncier. Trouver 25 hectares de foncier, ça veut dire les sécuriser sur le long terme. Ça veut dire soit de l'acquisition foncière, Oui. soit de l'engagement par bail, mettons bail amphithéotique, ou des baux qui permettent de sécuriser sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire 60 ans dans le cadre de certains projets d'infrastructure. Et avec la pression du foncier, vous arrivez à trouver ces terrains aussi importants en taille pour compenser? Alors, on y arrive. Ouais. On y arrive. C'est pas facile. Il y a des grands projets pour lesquels on a réussi à trouver ce foncier. Moi, je peux parler du projet de la ligne TGV entre Nîmes et Montpellier, qui s'est construite, qui a été mise en service en 2017. Il y avait 1800 hectares de foncier compensatoire à sécuriser, à trouver, en un temps record. Bon. Donc on avait bénéficié à l'époque d'une crise viticole de territoire en déprise qui faisait qu'on avait réussi à trouver le foncier. Il faut toujours resituer dans un contexte plus global, mais on trouve ce foncier. Cela dit, il y a des territoires qui sont saturés. Il y a des territoires où aujourd'hui on le trouve plus. Je pense aux
au département du Gard, qui fait partie de mon périmètre d'action, où c'est très très compliqué. Et en fait, aujourd'hui, les questions se déplacent. C'est-à-dire que la question est presque plus de trouver le foncier pour de la compensation, mais la question revient plus en amont de est-ce qu'on va faire le projet ? Parce qu'aujourd'hui, la vraie question... Parce que le projet qui n'impacte pas, c'est le projet qui n'existe pas. Il n'y a pas de mystère. Bien sûr. Quand on crée une infrastructure ou un projet... Oui, c'est comme l'énergie, la consommation, la sobriété énergétique, c'est aussi parce qu'on ne consomme pas l'énergie qu'on peut être plus sobre. Voilà. Donc éviter, réduire, compenser. Mais... Oui. Et CDC Biodiversité, vous êtes propriétaire de certains terrains, il me semble. Oui, alors CDC Biodiversité, c'est donc une filiale privée de la Caisse des dépôts et consignations, donc une filiale à 100%, et on a été créé justement pour être opérateur de compensation, comme ce que va faire la région, mais à un niveau national, et on accompagne les maîtres d'ouvrage pour leur apporter des solutions clés en main de mesures compensatoires. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on est amené à acheter des terrains. Donc on essaie de les acheter par anticipation au maximum, parce qu'effectivement, comme le dit Hortense, notamment sur les territoires des grandes métropoles avec un gros développement économique, il y a des impacts, il y a des besoins de compensation, et dans la situation d'un foncier très tendu, ça devient très très compliqué de trouver des terrains, en plus pour faire de la restauration écologique, quand les promoteurs cherchent des terrains pour faire des projets à très forte valeur ajoutée. C'est vrai que on détonne un peu dans le paysage, donc ça devient très compliqué. Donc on a cette volonté d'anticiper. C'est pour ça qu'on a mené des démarches un peu partout en Ile-de-France, dans la région de Lyon, de Bordeaux, pour, par anticipation, trouver des terrains dégradés qui pourraient servir de mesures compensatoires. Et du coup, avoir des solutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, les maîtres d'ouvrage ne devront pas éviter, réduire, pour utiliser au minimum la compensation. La compensation, c'est vraiment le dernier recours. Mais en tout cas, d'avoir des solutions pour que des projets quand même de lycée, de logement social puissent se faire et ne soient pas bloqués par des problématiques de compensation. Alors, j'ai une question peut-être un petit peu piège, pardonnez-moi, mais quand on détruit la Joconde, on ne peut jamais la refaire à l'identique. Donc comment on refait en fait à l'identique une biodiversité qui a mis parfois des milliers d'années à se construire ? Qui veut répondre ? Je peux donner un premier élément. Alors, effectivement, aujourd'hui, la réglementation dit qu'un milieu qui n'est pas compensable ne peut pas être détruit, donc un projet ne peut pas impacter des milieux qu'on ne sait pas reconstituer. Aujourd'hui, quand on fait des mesures compensatoires, on est sur des milieux, des écosystèmes. On sait refaire une prairie, on sait refaire des mares, on sait refaire des haies, des forêts. Donc ça, on maîtrise assez bien. Quand on touche à des stations d'espèces végétales qui sont uniques ou des milieux qu'on ne saura pas effectivement recréer ailleurs. Ou des animaux qui ne sauront pas s'adapter aussi. Voilà, exactement. Donc théoriquement, la réglementation empêche l'autorisation de ce projet. En fait, on le sait d'avance, ça ? Il y a des études. C'est-à-dire que les aménageurs, quand ils font leur projet, ils doivent normalement faire un diagnostic écologique préalable qui va justement identifier les enjeux, les problématiques. Et si tout de suite on sait qu'il y a une espèce qui ne vit que là, ou un milieu qui est endémique et qu'on ne saura pas reconstituer ailleurs, normalement, tout de suite, il change de projet. Il revoit sa copie, il fait son projet ailleurs ou différemment. Vous voulez réagir ou comme vous voulez ? Non, mais... Non, je pense que tu as donné la réponse là-dessus. Moi, je voulais juste apporter un exemple. Je reprends cette ligne TGV, mais, parce que c'était le projet sur lequel je travaillais dans mon ancienne vie. Mais typiquement, sur une espèce qui n'existe pas ailleurs, la SNCF, au moment de la construction de cette ligne, est tombée en faisant des fouilles archéologiques, c'est-à-dire dans le cadre, je te le raconte parce qu'il est drôle cet épisode, dans le cadre des fouilles archéologiques réalisées pour le projet, ils ont gratté un peu le sol et ils sont tombés sur une plante qui s'appelle le Lythrum thesioides, qui n'était plus nulle part et c'était la seule station mondiale. Donc c'était pas de bol pour eux, évidemment. Donc la question s'est posée, comment on compense ça ? Donc tous les spécialistes se sont mis sur le dossier, comment on compense le Lythrum ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas compensable, c'est pas possible. Donc la SNCF, quand même, sur la construction d'une ligne TGV, a été obligée de revoir le rayon de courbure de son raccordement, de revoir son tracé pour éviter la plante en question. Donc je vous laisse imaginer qu'en surcoût, pour ce type d'aménagement, c'est pas rien. Donc ça se fait quand même. Ça se fait, oui, et c'est respecté. C'est-à-dire que, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais globalement, là-dessus, la réglementation, heureusement qu'elle est là. Elle est là, oui. Clairement, la pour jouer un peu le rôle d'arbitre et de contrôle. Tout à fait. Ouais. Encore une question, peut-être un peu poil à gratter. C'est vrai que quand souvent, dans les médias, notamment, ou même dans l'opinion publique, quand on pense à compensation carbone, finalement, on se dit c'est un droit à polluer.
parce qu'on n'a pas réussi, vous le disiez, à éviter et à réduire. Est-ce qu'il faut le voir comme ça, de manière un peu manichéenne, si je puis dire, ou il faut un peu nuancer le propos? Alors, il faut différencier pour ça les quotas carbone de la compensation carbone volontaire. Puisqu'il y a différents marchés carbone et il y a différents modes finalement d'achat de crédit carbone. Les quotas carbone, finalement, c'est un marché avec des droits à polluer pour un certain nombre d'industries pollueuses pour lesquelles ils ont des objectifs de réduction d'émissions. Et ensuite, ceux qui ont réussi à aller au-delà des réductions d'émissions attendues vont pouvoir finalement vendre des quotas carbone à ceux qui auront été au-delà. Donc effectivement, quand on parle des quotas carbone, on parle malgré tout d'un droit à polluer, puisque c'est de la redistribution auprès d'industries qui restent pollueuses. Quand on parle de compensation carbone volontaire, on est sur un acte qui est volontaire, donc qui fait partie d'un engagement de l'organisation qui va le faire, et donc elle ne s'achète pas de droit à polluer, sous certaines conditions. Effectivement, il y a toujours des risques de greenwashing et d'instruments de communication. Et les conditions sont évidemment déjà d'avoir commencé à réduire son empreinte et de travailler sur la réduction, qui est le principal levier d'action pour chacune des organisations. Et quand on travaille sur sa compensation carbone, c'est de ne pas chercher à faire au moins cher au plus grand nombre à l'autre bout du monde, c'est-à-dire se poser la question de la responsabilité territoriale de son empreinte, de donner une valeur au carbone. Il ne vaut mieux finalement, vaut mieux contribuer à 20% de son empreinte carbone que de compenser absolument au moins cher possible à 100%. L'impact, il est drastiquement différent sur cette approche locale. Et évidemment, choisir, en fonction de l'ensemble des co-bénéfices environnementaux et des acteurs locaux, les projets qui vont avoir évidemment un sens pour le territoire et pour les enjeux climatiques auxquels ils répondent. Merci beaucoup. Je vais demander peut-être, si vous permettez, de céder votre siège juste quelques instants à Antoine Chauve, qui est chargé d'investissement en environnement, biodiversité et crédit carbone, Banque des Territoires. Bonjour Antoine. On vient d'avoir là quand même deux beaux exemples de compensation pour préserver la biodiversité. La Banque des Territoires est à la manœuvre, très présente pour accompagner les territoires. Aujourd'hui, quels sont vos leviers pour demain et quels sont vos leviers pour aller plus loin pour préserver la biodiversité? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que les exemples et les personnes autour de la table illustrent parfaitement les initiatives locales et de territoires qui émergent de manière concrète et avec des actions extrêmement intéressantes et ambitieuses. La biodiversité fait partie des axes stratégiques de la Banque des Territoires dans son plan pluriannuel parce qu'on est soumis à des enjeux réglementaires, tout d'abord de sobriété foncière sur les projets d'aménagement et d'infrastructure qu'on réalise, mais aussi de sobriété carbone, c'est-à-dire d'arriver à faire des constructions qui soient beaucoup plus respectueuses de leur impact carbone. On parle des bilans carbone avec les différents scopes qui sont mobilisables. Et la Banque des Territoires souhaite accompagner de manière extrêmement concrète des outils sur le territoire, à la fois pour améliorer la résilience des territoires au changement climatique qui va se passer indéniablement sur notre territoire, et donc il va y avoir des impacts qui sont irréversibles, et on se doit d'accompagner grâce à des outils de financement comme ce que sont les crédits carbone volontaires, une action qui va permettre d'améliorer le quotidien et la vie sur les territoires. Le vivant. Tout à fait. Peut-être aussi, je tiens à rappeler que les crédits carbone, qu'ils soient volontaires ou réglementaires, et la compensation d'artificialisation et d'aménagement, ce n'est pas un droit à polluer ni un droit à artificialiser. Il ne faut pas confondre et il ne faut pas opposer la sobriété foncière et la sobriété carbone, donc faire tout pour réduire au maximum les impacts sur l'aménagement et sur les projets de développement économique, et la volonté de compenser les impacts résiduels qu'il y aura. Quand on parle de neutralité carbone et neutralité foncière, notamment le ZAN en 2050, c'est... Zéro artificialisation nette. Zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. C'est bien de se dire qu'on aura tout fait pour éviter que les projets d'aménagement et les projets d'infrastructure
émettre du carbone, donc en regardant toutes les chaînes d'approvisionnement en amont, etc., sur l'extraction des minéraux, avoir des circuits courts, etc. Mais par contre, le projet économique en tant que tel, quand on fait du développement, il y a toujours un impact. Et l'impact, à la Banque des Territoires, on souhaite aussi le compenser, parce que l'impact résiduel, il y en aura toujours. Et donc c'est pour ça qu'on accompagne ces outils sur le territoire. Et vous expérimentez des choses aussi nouvelles, parce qu'on peut dire la coopérative Carbone La Rochelle, ou même ce que vous faites en Occitanie, ce sont des expérimentations. Enfin, ce n'est pas encore massifié à l'échelle nationale. Et là, vous vous donnez ce droit-là aussi, vous Oui, tout à fait. Moi, je voulais préciser en effet que donc l'Operco est une structure récente. On est en train en ce moment vraiment d'étudier le modèle économique de la structure. La Banque des Territoires est très présente à nos côtés et assiste notamment au comité d'engagement qu'on a de manière assez régulière pour voir sur quel projet vertueux en termes d'évitement et de réduction on s'engage pour proposer nos services en matière de compensation. Et voilà, ils sont présents dans ce comité d'engagement et on attend d'avoir les résultats de ce modèle économique et de voir comment ça tourne pour pouvoir aller plus avant avec la Banque des Territoires sur ce projet Operco. Vous voulez réagir sur l'expérimentation ou Anne? Ajouter aussi, au-delà de l'accompagnement qu'on a eu depuis le début de la Banque des Territoires pour la mise en place de ce dispositif innovant, ce qui est important pour nous, c'est finalement d'avoir des sociétaires qui permettent d'embarquer aussi les autres. Et dans ce cadre-là, la Banque des Territoires a aussi sa stratégie bas carbone propre à elle-même. Après, je pense qu'Antoine pourra y revenir. Et à son action de compensation sur ses émissions résiduelles liées à son activité et à cibler notamment des projets comme des projets de restauration de tourbières qui sont aujourd'hui à fort potentiel de séquestration carbone et uniquement finalement sur ces questions aussi de biodiversité et donc s'engage aussi sur l'accompagnement de projets à cette échelle locale, régionale ou nationale et qui contribuent à la restauration de la biodiversité aussi. Très bien, merci. Alors la salle est comble. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Quel est le rôle des établissements publics fonciers? Allez-y. Rien de particulier. Alors, concernant les établissements publics fonciers, nous, comme je disais, on est une structure naissante. Moi, j'ai eu assez peu à faire aux établissements publics fonciers pour l'instant à ce stade, vraiment dans le volet opérationnel. Au-delà de situations où il y avait des questions de bâti, typiquement, quand on a une surface, un territoire, vraiment une propriété agricole qui se vend avec l'intervention de l'Operco pour les surfaces compensatoires, l'EPF, l'établissement public foncier, intervient sur la partie bâtie. Mais moi, je n'ai pas d'autres retours d'expérience à ce stade, j'allais dire, sur la compensation écologique pure. Je sais pas vous en avez à la Banque des Territoires peut-être aujourd'hui? Venez. Écoutez, vous savez, je vais me lever, je vous cède ma place. Ça sera plus simple. Et en revanche, je vais vous demander de prendre ce micro-là, parce que moi, j'ai besoin du mien. Alors, sur les relations qu'on peut avoir les établissements publics fonciers sur ces sujets-là, donc ils ont une mission aussi environnementale, donc ils commencent à effectivement s'intéresser à sécuriser du foncier pour faire autre chose que de l'aménagement. Leur difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ils portent le foncier pendant une durée limitée, c'est qu'ils portent le foncier pendant 8 ans. Et sur les mesures compensatoires, on est sur des délais qui vont au-delà, c'est 30-50 ans. Donc en fait, on essaie de voir comment ils peuvent identifier, porter pendant un certain temps, et puis après, éventuellement, la collectivité ou le maître d'ouvrage récupère le foncier. Mais en tout cas, ils sont sur ces sujets-là. Et de toute façon, comme ce qui a été dit tout à l'heure, on est sur des projets de territoire. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. En fait, il faut rassembler, créer des communautés d'acteurs, comme ça a été fait en Occitanie, et donner les outils, la vision en fait, aux acteurs et que chaque projet soit une brique qui aille vers une résilience du territoire. Donc en fait, toutes les forces vivent sur ces sujets-là où il y a urgence à agir. On n'a pas dit, mais le constat est fait. Maintenant, il faut y aller. Donc il faut regrouper toutes les forces. Donc bien évidemment, tous les acteurs, la région, les EPF, les SAFER ont été évoqués. On essaie maintenant de tirer dans le même sens et de voir comment on est complémentaires pour agir sur un même territoire avec nos spécificités propres. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, rapprochez-vous, ou en tout cas, vous pouvez donner de la voix.
Est-ce qu'il y a des labels régionaux pour certifier un peu de vos actions? Sur le carbone, oui, il y a des labels. Il y a des labels internationaux que nous, on ne sollicite pas pour l'instant puisque leur coût d'accès est très élevé, études préalables très chères, donc taille des projets très importante, ce qui ne correspond pas forcément aux projets qu'on mène sur notre territoire. Il y a ensuite un label national qui s'appelle le label bas carbone, qui a été mis en place avec des méthodologies qui ont été développées par des experts sectoriels et qui permet de pouvoir définir le critère, enfin l'éligibilité des projets, de pouvoir justifier de l'additionnalité, c'est-à-dire en quoi il y a besoin de la finance carbone pour pouvoir les mener, et de définir les conditions de suivi, de vérification et d'audit initiaux et finaux. Ensuite, ça ne couvrait pas complètement non plus le champ d'action qu'on voulait mener sur le territoire, et donc on a également mis en place un label local qui nous permet notamment d'instruire des plus petits projets et d'être aussi sur de la vérification par les citoyens et par les tiers, et finalement de simplifier à la base le process, tout en respectant l'ensemble des bonnes pratiques qui sont posées par le label bas carbone pour vérifier en tout cas la vérificabilité, l'unicité, l'additionnalité. Donc on respecte l'ensemble de ces éléments-là pour ne pas tomber dans des écueils qu'on a pu trouver par le passé, mais pour permettre néanmoins une accessibilité plus grande sur des projets qui vont être propres à certains territoires. Et donc voilà. Merci. Alors, j'avais commencé mon introduction en disant qu'il fallait rester jusqu'au bout pour être optimiste. Pour conclure, justement, j'ai envie de vous poser à chacun cette question. Comment rester optimiste ? Vu que j'ai le micro. Nous, déjà, on est optimistes parce qu'on voit que finalement, la mise en place de la coopérative carbone a répondu à des attentes d'acteurs de territoire, puisque on a aujourd'hui une mobilisation importante d'entreprises, d'acteurs qui souhaitent agir, réduire leurs émissions, mieux comprendre, agir, et y compris sur la partie de la contribution carbone. On est au début, quelque part, puisque par rapport aux premières questions sur le niveau de maturité, au niveau d'une nouvelle ère d'action, mais on voit que l'échelle locale et territoriale est un levier très important, puisque en tant qu'acteur et citoyen du lieu où on habite, on travaille et on vit, c'est là où on voit le plus l'impact de nos actions, et donc on est optimiste dans le sens où on voit l'engouement que ça peut générer sur le territoire. Hortense ? Pour être... Pour être optimiste, je dirais que ce qui est positif, c'est qu'on en parle. Déjà, on sait plus. Pour ce qui est de la biodiversité, c'est plus le domaine de quelques sachants. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment des structures qui sont dédiées à ça. Les territoires, c'est aussi des problématiques qui prennent à bras le corps, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau des entreprises aussi. Donc voilà, je pense que ça déjà c'est un message assez positif, optimiste en tout cas. À vous la parole, messieurs. Jean-Christophe, tu veux commencer ou Allez, Jean-Christophe. Moi, je pense qu'il faut rester positif parce que on a les connaissances, on sait ce qu'il faut faire, on a les solutions. Après, c'est une question de volonté politique et qu'on constate que la nature, quand on lui donne une capacité, enfin un peu d'espace, elle a une capacité de restauration phénoménale. Donc voilà, donc on n'a pas atteint un point de non-retour aujourd'hui, donc il est toujours temps d'agir. Donc je pense qu'il faut rester positif et je pense que l'humanité, j'espère, trouvera le sursaut pour dire maintenant on arrête et on fait différemment. Mais voilà, donc je pense que les signaux sont au rouge, mais voilà, c'est pas irréversible. Donc moi je pense qu'il faut rester positif, et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est positif et qu'on pense qu'il y a des solutions pour agir, et les outils qui ont été présentés aujourd'hui sont la preuve que et voilà, et tout ça marche. Enfin, on a des exemples de réalisation. Hortense a parlé de la compensation. Voilà, on a quelques beaux exemples pour montrer que voilà, et la nature elle est assez impressionnante. Donc laissons-lui sa chance et tout se passera bien. Voilà, restons. Antoine, on laisse la chance à la nature. Oui, non, mais on fait face à un problème qui est universel et qui se traitera sur le territoire. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une volonté à la fois politique au niveau de l'État et des acteurs, mais aussi des citoyens et des acteurs économiques et locaux qui est très forte. Je pense que tout d'abord, il y a un besoin de formation, d'acculturation à ces questions de bilan carbone, de sobriété foncière, etc., qui est extrêmement important, qui est vraiment une phase 1 qui est importante. Puis après, une phase 2 qui est l'accompagnement. Et je pense que la Banque des territoires, elle a son rôle à jouer sur l'accompagnement des territoires, sur une montée en compétences à la fois, et puis aussi sur le développement, l'accompagnement financier et technique,
pour déployer à plus grande échelle sur tous les territoires des solutions qui sont innovantes mais qui sont très concrètes et qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Merci.